à tous, bienvenue dans l'entretien politique de la semaine. Alger déroule sa feuille de route diplomatique avec l'ambition de reprendre sa place naturelle d'interlocuteur clé dans les questions maghrébines, régionales, africaines et arabes, avec notamment les prochains sommets de l'Union africaine, de la Ligue arabe, qui se tiendra lui d'ailleurs à Alger, ainsi que le futur mandat de l'Algérie à partir de 2024 comme membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Autant de précieuses occasions pour revenir et peser dans les dossiers géostratégiques de l'heure et défendre les intérêts du pays. Alger s'est toujours défini par son action diplomatique à l'étranger. C'est un peu sa marque de fabrique, sa jauge d'influence dans le concert des nations. Un pays qui, avant même son indépendance, avait rodé son orientation diplomatique au nez des grandes puissances en faveur des principes d'égalité, de multilatéralisme et d'autodétermination des peuples coloniaux. On en parle ce soir avec notre invité, M. Mohamed Barkour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes expert international dans les questions sécuritaires et stratégiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, madame. Alors, cette semaine s'est tenue, on le sait, la première conférence des chefs de mission diplomatiques et consulaires. Et aujourd'hui, le président de la République revient avec une réunion sans doute plus restreinte avec des chefs de mission diplomatiques et consulaires accrédités en Europe et en Amérique du Nord. La réunion a été axée principalement sur l'attention qu'il faudra accorder plus accrue, plus importante à la diaspora algérienne. Pourquoi cette réunion s'est tenue aujourd'hui selon vous ? Déjà, c'est une conférence inédite, une réunion restreinte inédite. C'est une première, oui. Justement pour donner des orientations à nos représentants diplomatiques à l'étranger sur les priorités stratégiques de notre diplomatie. Dans la première est la protection de nos diasporas, mais aussi l'enrichissement de notre apport diplomatique par rapport à deux choses. La première, c'est innover en matière de protection et de promotion de cette diaspora, qui constitue 16% de notre population. Donc c'est pratiquement 8 millions, c'est plus de 100 pays. Deuxièmement, c'est une chose très importante, c'est aussi mobiliser notre diaspora au profit de l'État et de la nation en matière de développement, de la défense de ses intérêts à l'étranger, mais aussi de la promotion d'une nouvelle image, une image vraie, d'une Algérie qui se développe, d'une Algérie qui est un œuvre de paix, mais aussi c'est pour constituer cette force au profit de notre État à l'échelle internationale. Alors c'est c'est la diaspora qui est établie essentiellement en Europe et en Amérique du Nord, qui est visée par cette nouvelle politique adaptée envers la communauté nationale, pour reprendre le communiqué, à l'étranger, qui vise à l'amélioration de ses conditions de vie. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ça ? Moi-même, j'ai été membre de cette diaspora pendant pratiquement une vingtaine d'années. Oui. Donc, connaissant les conditions de notre communauté, notamment en Europe, même en Asie, les Algériens sont tous là où ils sont très attachés à leur pays, patrie, à leur identité, au symbole de l'État. Ce qu'ils cherchent, c'est pratiquement la mise en œuvre de leurs engagements, de l'attachement au profit de notre État. Quand je parle de l'État, je parle d'un État au sens d'une loyauté des citoyens là où ils sont. Notre communauté a beaucoup changé. On est pratiquement en Europe, notamment en France, à la quatrième génération de migrants, donc oui, des enfants de migrants. Aux États-Unis, on est la deuxième génération, ou peut-être même la troisième, a commencé au début des années 70. En Asie, on est à la première, mais il y a des points en commun. Le premier point en commun, c'est cette volonté d'être toujours à l'écoute de notre pays, mais aussi d'être à son service. Aujourd'hui, aux États-Unis, au Canada... il y a une forte immigration. Pratiquement 100 000 Algériens, mais qu'on est sur 100 pays. Et on a une élite à la fois scientifique, managériale, et même dans les domaines des affaires, qui veulent être associés à cette nouvel élan de développement dans notre pays. Ils veulent aussi être des ambassadeurs de cette nouvelle Algérie qu'on veut construire ensemble. Et j'estime que cette priorité en ce qui concerne la diaspora a été déjà annoncée depuis pratiquement le discours du président de la République le 19 décembre 2019. Avoir un ministère des Affaires étrangères et la communauté établie à l'étranger, c'est l'institutionnalisation de cette priorité. Avoir
conseiller du président de la République chargé... C'est énoncé déjà dans le... Oui. Absolument, chargé de la communauté. De la société de la communauté, mais aussi avoir un envoyé spécial chargé des questions de diaspora. Ça veut dire qu'on a pratiquement placé les soucis de la diaspora, leurs besoins et leur attachement à ce pays, leur rapport au développement du pays comme étant une priorité stratégique. C'est inclure aussi la diaspora dans cette politique diplomatique économique désormais et non plus restreinte à la politique tout simplement. Quand on parle de cette volonté déjà d'avoir des niches pour notre commerce, c'est déjà avoir cette mobilisation commerciale de cette communauté qui comme je dis, c'est 16%. Qui peut y contribuer largement. Qui peuvent contribuer. On a aussi des foires d'hommes algériens qu'il faut mobiliser. Il faut encadrer cette communauté, soit par des réseaux associatifs, mais surtout par des initiatives capables de donner un plus à cette relation ombilicale entre la diaspora et leur pays d'origine. Oui. Alors, à travers cette conférence des chefs de mission diplomatiques et consulaires, vous le disiez, c'est une première, à travers les directives qui ont été données par le chef de l'État à ces diplomates, on comprend qu'Alger veut retrouver la force de son action diplomatique à l'étranger, qui a connu son âge d'or, on va dire, dès l'indépendance jusqu'au milieu des années 70, et qui avait engrangé des succès diplomatiques importants qu'on reconnaît jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on n'y arrive pas aujourd'hui? Pourquoi on n'arrive plus à concrétiser les mêmes percées diplomatiques? Bon, les contextes sont totalement différents. L'Algérie de la Révolution, l'Algérie post-indépendance, c'est une Algérie qui avait l'objectif essentiellement de faire partager à la fois son expérience, mais aussi les valeurs de souveraineté, de l'autodétermination. L'Algérie était quand même la Mecque des révolutionnaires, mais aussi la Mecque de ceux qui voulaient faire des changements pacifiques dans leur pays. On se rappelle Chili, de post-Allende, mais aussi du Portugal, etc. Mais aujourd'hui, le monde a totalement changé. On est en phase de mutation profonde du système international. On n'est plus dans cette ère post-guerre froide, on est plutôt dans une ère post-hyperpuissance américaine. On va vers un système multipolaire. C'est pour ça que M. le Président de la République avait déjà cité ces mutations, mais aussi un certain nombre d'acteurs qui sont définis comme des partenaires déjà. Le deuxième point, c'est que ce qui concerne, malheureusement, on a vécu un certain nombre de crises, notamment celle des années 90, qui a transformé notre société, notre État, mais aussi qui a donné un autre sens, une autre urgence à notre diplomatie. On est passé d'une urgence pratiquement de développement à une urgence de sécurité. Et c'est pour ça que la dimension sécuritaire a beaucoup avancé. Aujourd'hui, notre logique, c'est une logique de passage d'une diplomatie de représentation à une diplomatie d'influence. Dans les études diplomatiques, on a ce qu'on appelle la R3P, donc c'est la représentation, la protection, c'est les deux éléments essentiels de base de toute diplomatie, mais aussi vers la prospection, c'est le deuxième P, prospection d'opportunités, prospection de marché, prospection de partenariat, prospection d'investissement, mais aussi y aller vers le troisième P, c'est ce qu'on appelle la promotion. En anglais, on l'appelle state branding, ce qui veut dire une promotion d'une nouvelle image, parce que j'estime que malheureusement, on a ce déficit en image qui a été créé par les conditions des années 90, mais exploité par d'autres acteurs qui ne voulaient pas voir l'Algérie ni stable ni émerger. Et quels sont nos atouts aujourd'hui pour y parvenir? Nous avons des atouts qu'on peut faire valoir pour justement donner cette image de l'Algérie nouvelle, notamment. Le premier atout, c'est un atout très important, c'est cette volonté politique qui nous manquait, mais aussi cette vision politique, cette vision en ce qui concerne les priorités. On a en ce moment pratiquement quatre priorités géopolitiques, c'est l'Afrique, c'est le Maghreb, c'est le monde arabe et c'est les grands partenariats. Mais aussi on a trois autres, c'est la diaspora, c'est la sécurité et la diplomatie économique. Donc il y a des axes comme ça, comme des repères. Ce sont des repères qui constituent pratiquement les priorités qu'on pourrait définir comme des contours de cette nouvelle diplomatie. Aujourd'hui, on a quand même à notre crédit pas mal de réalisations, de concrétisation de
d'apport à la sécurité internationale, Oui. en ce qui concerne la résolution du conflit, mais aussi un certain nombre de résolutions, par exemple la 1904, en ce qui concerne la prohibition du paiement des rançons, mais aussi on a une expertise en matière disons, de stabilisation sans ingérence dans les affaires des pays. Comme l'accord du Mali, l'accord d'Alger. Du Mali, mais aussi on a vu par rapport à cette volonté d'aider nos frères maliens à trouver des solutions consensuelles par le dialogue politique et par une réconciliation nationale inclusive. On le voit aussi par rapport à cet apport politique et même matériel pour plus de stabilité systémique. Donc c'est notre point fort, c'est d'exporter la stabilité. C'est notre cheval de bataille, j'ai envie de dire. Je dirais que c'est un des chevaux de bataille qu'on pourrait pratiquement... Oui, comment passer à cette diplomatie d'influence? Nous ne sommes pas les seuls à proposer des initiatives de paix. Absolument. Voilà. Donc comment être influent? Comment peser justement? C'est déjà par au moins... je vais essayer de ne pas être trop long, mais je pourrais dire qu'il y a pratiquement cinq axes importants, 5 axes prioritaires. La première, c'est déjà avoir cette feuille de route, cette vision, avoir un ensemble d'acteurs, notre diplomatie chevronnée. Les diplomates chevronnés, disons-le. À l'époque, justement, où je parlais d'âge d'or de la diplomatie, il y avait ces diplomates chevronnés. Même aujourd'hui, on a beaucoup de diplomates chevronnés. J'ai eu le plaisir et l'honneur d'avoir formé des centaines de jeunes diplomates. J'ai eu le plaisir de voir aussi dans cette nouvelle élite diplomatique un certain nombre de mes élèves diplomates qui sont devenus ambassadeurs ou chefs de poste consulaire. Donc ça veut dire qu'il y a cette nouvelle élite Vous pensez qu'on peut rééditer les percées diplomatiques d'antan? On est en train pratiquement aussi de faire d'autres percées diplomatiques dans un contexte totalement différent. Lesquels? Je vous donne l'exemple, par exemple, qu'on a fait en 2015 par rapport au Mali, mais aussi par rapport à ce qu'on fait actuellement, mais peut-être en toute discrétion dans des situations de conflit. En Libye, il y a toujours de la discrétion qui entoure l'action politique diplomatique algérienne. On voit pratiquement la gestion intelligente, mature, pratiquement très novatrice en ce qui concerne notre crise avec la France, par exemple. On voit aussi cette finesse en ce qui concerne un certain nombre de dossiers, même en Afrique. On a vu par rapport à cette volonté de créer des dissensions et des dissensus au sein de l'Union africaine par rapport au statut d'observateur d'Israël. Donc il y a un certain nombre, disons, d'indices de ce professionnalisme et de cette diplomatie d'excellence. Il faut dire, madame, que les contributions de l'Algérie, par exemple, en Afrique, ne sont pas seulement dans ces schémas maliens ou libyens, mais plutôt dans un niveau plutôt macro. L'architecture de la paix de la sécurité en Afrique, l'architecture de la gouvernance africaine, cette notion aussi de créer le Népal, cette volonté aussi en ce moment de créer une nouvelle logique de résolution des conflits. Il nous suffit de voir et d'étudier les outputs de la réunion du Conseil de la paix et de la sécurité du 9 mars 2021, présidée par Monsieur le Président de la République, qui a pratiquement redonné un autre sens à la notion de la décolonisation en Afrique par une réappropriation du dossier sahraoui, mais aussi par cette volonté d'engager l'Union africaine dans un nouveau schéma de décolonisation, donc l'émancipation de ce continent. Alors justement, l'Algérie veut réformer notamment les instances de l'organisation panarabe lors du prochain sommet d'Alger et proposer sans doute la même chose un peu aux Nations Unies lorsqu'elle investira donc son mandat de membre de Conseil de sécurité. C'est une vieille histoire, hein, j'ai envie de dire, pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce sont des chantiers énormes, évidemment, mais les réalités politiques sont complexes, on le sait. Comment peut-on faire aboutir ces deux chantiers? Le chantier de la Ligue arabe est moins complexe que celui du Conseil de sécurité, c'est évident. Pour la Ligue arabe, il faut nous rappeler que lors du sommet de 2005, l'Algérie avait déjà proposé une feuille de route pour cette réforme. À commencer par la création du Parlement arabe, mais aussi cette volonté de faire le système de rotation en ce qui concerne les secrétaires généraux. On a vu malheureusement cette réticence d'un certain nombre d'acteurs de la Ligue arabe, l'Égypte et un certain nombre d'acteurs des pays du Golfe. Mais aujourd'hui, malheureusement, ce consensus est aussi difficile à reconstruire. Ce qui est important à faire, c'est d'essayer de trouver des formules de solutions
divergences qui existent, pour ne pas dire des conflits qui existent entre un certain nombre de pays arabes en ce qui concerne la Syrie. Au sein des pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et le Yémen. On le voit aussi par rapport à d'autres situations, le Liban et les pays du Golfe. Donc il y a un certain nombre de chantiers déjà en matière de résolution des conflits inter-arabes, mais aussi pour arriver à un nouveau consensus opératoire en ce qui concerne cette Ligue. Quelque chose qui va s'étaler dans le temps. Dans le temps, absolument. Oui. Absolument. En ce qui concerne le Conseil de sécurité, il y a déjà ce tort historique dont souffre le continent africain. C'est le seul continent de ne pas être représenté, évidemment. Ne pas avoir un statut de membre permanent avec le droit de veto. Donc le consensus des Yvelines, il y a de ça quelques années, vise essentiellement à trouver de nouvelles formules de représentation de notre continent. L'Algérie, qui était déjà un membre en permanent en 2005-2006, 2007, a beaucoup fait pour l'Afrique, notamment en ce qui concerne les dossiers de sécurité, les dossiers de mais aussi de cette promotion d'un rôle africain sur la scène internationale. Alors, l'Algérie veut revenir à ce qu'on appelle la diplomatie des bons offices, où, on le disait, elle y avait enregistré par le passé des succès importants, des succès diplomatiques. Quels sont les conflits, si on devait citer quelques exemples, on les connaît, mais concrètement, aujourd'hui, dans le contexte que l'on connaît, aujourd'hui, quels sont les conflits ou les foyers de tension sur lesquels l'Algérie peut agir directement, à part le Mali et la Libye, sur lesquels on va s'attarder un peu plus tard? Je crois qu'en plus du Mali et de la Libye, qui constituent deux foyers de tension à la frontière, donc elles doivent constituer une priorité en matière... C'est une priorité, c'est plus que des conflits ordinaires, j'ai envie de dire. Ce n'est pas un choix. Oui, ce n'est pas un choix. Il est impératif d'aider ces deux pays à retrouver le chemin de la stabilité, à construire leur sécurité. On a vu M. Lamamra faire... déjà entamé une mission de bons offices entre l'Égypte, le Soudan, avec pour le bassin de la Renaissance. Ce qui concerne les barrages de la Renaissance. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui, M. Berkour? Parce que depuis, on n'en parle plus. L'initiative algérienne aurait été favorablement accueillie par les trois parties engagées dans cette crise. Elle a été bien accueillie par le... Et depuis? Mais j'estime que, comme vous le savez, madame, les missions de bons offices sont nécessairement discrètes, absolument. Oui, très bien. Alors, Alger prendra part donc demain à la conférence de Paris sur la Libye, malgré les tensions et les relations complexes qui lient les deux pays, Alger et Paris, comme le dit d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères, Al Lamamra, même si le président n'y participera pas, le président Tebboune, les conditions ne sont pas réunies selon le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Est-ce qu'il aurait fallu des excuses ou carrément que le président Macron retire les propos qu'il a pu tenir dernièrement? C'était des propos scandaleux, qui n'étaient pas vraiment politiquement corrects ou diplomatiquement corrects. Donc c'est propos... décriés même par des politiques en France, hein, il faut le souligner. Même l'ont décrié. Oui. Mais aujourd'hui, la position algérienne est aussi une position construite par rapport au dossier libyen, mais aussi une position de principe en faisant baisser ce niveau de représentation. Donc, en ce qui concerne cette position constructive, c'est notre volonté de voir la Libye reprendre l'initiative politique en organisant ces élections le 24 décembre prochain, une date phare de leur histoire, c'est le 70e anniversaire de l'indépendance. On va arriver. Mais aussi... de parler sur la Libye, mais moi j'aimerais qu'on se concentre sur la relation de l'Algérie avec la France. Est-ce que on a parlé peut-être d'un rétropédalage du président français par rapport à, je le disais, les propos qu'il a pu tenir dernièrement sur l'Algérie, les propos scandaleux. Est-ce que c'est le début du dégel, de l'apaisement, si on peut dire L'apaisement doit se faire en commençant par un discours plus clair, qui prendrait en charge au moins deux choses. L'histoire algérienne, la nation algérienne ne date pas de 1830. La présidence française n'a pas corrigé ce tort contre le peuple algérien. Le deuxième point, c'est aussi reconnaître non pas seulement une indépendance formelle
parce qu'on est non pas d'une manière contractante, mais par une guerre de libération. Et cette reconnaissance, c'est une reconnaissance aussi de cette dimension mémorielle de notre souveraineté. La souveraineté mémorielle constitue une dimension importante à la fois de notre conscience collective algérienne et de notre imaginaire collectif. Donc une reconnaissance des torts, des crimes, mais aussi cette volonté à demander pardon aux Algériens. Les Français doivent suivre le schéma d'un certain nombre de pays. L'Italie qui a fait disons, qui a franchi cette étape en 2009. Les Allemands par rapport à la Namibie, les Anglais par rapport à l'Inde. Donc il faut prendre conscience que le monde a changé et que les Algériens ne changeront pas en matière de cette conscience collective, en matière de cet attachement à la nation et à leur histoire. Je reviens à ma première question. Le président de la République ne prendra pas part à cette conférence, même s'il a été invité officiellement par le président Macron. Les conditions n'étaient pas réunies selon le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc, est-ce que ça veut dire qu'il faut des excuses concrètes, plus claires de la part du président français sur les propos qu'il a tenus? Absolument. C'est pour ça qu'on a dit que le niveau de représentation sera moindre. Donc oui. C'est une position de principe par rapport à une situation de crise entre les deux États. Mais le fait même que l'Algérie prendra part à cette réunion, bien sûr, il y a une obligation envers les Libyens, mais ça peut vouloir signifier un début d'apaisement. C'est bien cela? Non, la question libyenne, le dossier libyen est un dossier libyen. Ouais. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de rupture de relation, il y a une crise politique entre les deux pays. Il n'y a pas cette rupture. C'est une crise sans précédent, M. Belkrouf. Notre représentant diplomatique n'a toujours pas repris son poste à Paris. Absolument. Oui. Sur ce plan, je suis totalement d'accord. Mais on a eu des situations chrysogènes auparavant, en 1965, 66, 71 et au-delà. Mais aujourd'hui, un président en exercice a pratiquement agressé une conscience collective. Oui. Il a agressé une histoire, mais aussi en déniant l'existence d'une nation algérienne, c'est pratiquement défendre des thèses coloniales de Jules Ferry ou d'autres acteurs qui ont laissé leurs traces sur notre mémoire collective. Alors, est-ce que la réaction algérienne justement à cette crise, c'est aussi une nouvelle façon de réagir à ces agressions externes, notamment peut-être particulièrement celle de la France? Est-ce qu'elle peut constituer un nouveau départ dans la mécanique des relations entre Alger et Paris? Monsieur le Président de la République, lors d'un entretien avec Der Spiegel, a parlé de ce besoin que la France de fasse le premier pas. Donc c'est pas un communiqué, c'est le Président de la République française qui doit corriger ses torts contre l'État, son peuple, son histoire et cette conscience collective. Et justement, ce ton néocolonialiste, voire clairement fasciste, qui s'est libéré dans cette pré-campagne présidentielle française, si un candidat, même des candidats d'ailleurs centristes et de gauche s'alignent un peu volontiers sur cette ligne aujourd'hui, si justement un des candidats de l'extrême droite passé justement ces élections, était élu président, est-ce que les relations, et on parlait de la diaspora algérienne qui pourrait être prise en tenaille dans cette situation, est-ce que les relations avec Paris pourraient se complexifier complètement? En tous les cas, c'est une question interne à la France en matière d'élection. Mais utiliser... Et nous avons une diaspora importante. C'est pour ça qu'on s'y intéresse, évidemment. Mais utiliser la diaspora en tant que levier de pression. Instrument de pression, un levier de pression, c'est pratiquement contraire à cette éthique diplomatique, mais aussi l'utiliser dans des débats internes, c'est pas quelque chose de politiquement correct. Je pourrais dire, madame, que dans des situations où il y a un changement, en France, il y a toujours ces lignes à ne pas franchir en matière de relations extérieures. C'est cette lecture de la diplomatie en tant qu'instrument de la politique étrangère, selon une grille de lecture ancrée
non pas dans les principes, mais dans l'intérêt national. On a vu que le président actuel ne s'y est pas tenu, mais nous verrons, l'avenir nous dira ce qu'il adviendra. Alors cette conférence sur la Libye, l'Algérie, on le disait, ne se soustrait pas à son obligation envers son voisin libyen. Alger défend dans le dossier libyen l'approche régionale de règlement de ce conflit. Est-ce que c'est justement cette approche qui sera mise en valeur, puisque justement on insiste pour que l'Algérie vienne, y soit présente? Il y a déjà des principes en ce qui concerne la résolution du conflit libyen, c'est le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale, l'unité du peuple, et c'est la non-ingérence. Le problème avec la Libye, c'est la multitude des États qui s'immiscent dans les affaires intérieures. L'Algérie a toujours défendu cette thèse depuis le 17 février 2011, depuis l'entame de cette crise en Libye. On a vu par rapport à cette logique ou cette méthode, instrument, forum des pays voisins qui a été initié par l'Algérie au mois de mai 2014 en marge de l'Union ministérielle des pays non alignés, a montré à la fois son caractère constructif. On a vu lors de la dernière conférence à Alger déjà la relance au moins des comités, comité de sécurité présidé par l'Algérie, le comité politique présidé par l'Égypte. L'Algérie, en ce qui concerne la Libye, a déjà entamé des initiatives à partir d'août 2014. Elle a essayé de rassembler les acteurs libyens. Malheureusement, la multitude des interférences n'a pas fait aboutir cette initiative. Aujourd'hui, l'Algérie est reconnue par les acteurs libyens comme étant un partenaire de stabilité, mais aussi un acteur porteur de solutions politiques par la réconciliation. Avoir pendant pratiquement ces 6 ou 7 dernières semaines, 3 grandes visites en Algérie de Moussa Kouni, septembre et le lundi passé, Moussa Kouni, vice-président du Conseil présidentiel, mais aussi du président de la Chambre des représentants, j'ai oublié son nom, donc Aqil Aissa, qui a aussi rendu visite. Ça veut dire qu'il y a cette confiance établie en notre pays. En ce qui concerne confiance, voire adhésion à l'approche algérienne, à la démarche algérienne. Absolument. Paris, c'est une réunion déjà qui est présidée par un certain nombre d'acteurs. Ce n'est pas seulement la France, mais c'est la France et l'Italie, l'Allemagne, 3 acteurs de l'Union européenne et les Nations Unies. Donc, alors pourquoi cette nouvelle réunion, M. Legrand ? Toujours autant de réunions sur la Libye sans jamais vraiment parvenir à quelque chose de concret pour le moment, même s'il y a évidemment les élections qui se profilent, mais ça paraît aussi compliqué. Déjà un problème de représentation des Libyens. Donc c'est le premier problème qui se pose. Le deuxième problème, c'est par rapport justement à cette démarche interne aux Libyens. La démarche définie par cette conférence du dialogue politique libyen, c'était par rapport à des élections présidentielles et parlementaires le 24 décembre. Oui. On a vu la Chambre des représentants faire le découplage entre les deux. Donc c'est déjà un problème. Le troisième problème, c'est par rapport aussi à ces 2 textes. Le premier concernant les élections présidentielles, qui n'a pas passé par la Chambre des représentants, mais promulgué en tant que texte juridique. Le deuxième, c'est aussi par rapport à la mise en œuvre des conditions matérielles et logistiques permettant une réelle prise en charge des soucis de crédibilité. Ce qui avait été dit, c'est que la question logistique et financière avait été complètement réglée, et finalement... On a vu déjà des critiques à l'encontre de cette autorité nationale indépendante des élections, mais aussi par rapport à un certain nombre d'acteurs politiques actuels qui veulent se présenter en tant que candidats aux présidentielles. Donc, tous les niveaux de décision ou d'orientation de ces politiques générales, de ces élections générales, sont complexes, sont problématiques. Sont autant d'écueils pour cette date du 24 décembre. Absolument. Ça paraît compliqué de les tenir. Faire des élections dans ces conditions, ça pourrait créer quand même une nouvelle réalité. Un président élu, crédible, capable de promulguer des lois,
par ordonnance, mais aussi les risques, c'est par rapport justement à l'engagement de tous les acteurs libyens, notamment ces acteurs qui sont armés. Parce qu'en ce moment, il y a des problèmes aussi des milices, mais aussi de cette armée nationale libyenne. Et ces multitudes d'acteurs étrangers, les milices, les combattants étrangers, la présence des forces étrangères, mais aussi, et c'est très important aussi, c'est l'absence d'une confiance en ce processus par tous les acteurs. Et cette confiance pourrait aussi être affaiblie par les conclusions de ces élections après le 24 décembre prochain. Le Mali s'éloigne aussi de son côté de plus en plus de la solution politique. Les autorités de transition sanctionnées par la CEDEAO, d'ailleurs, veulent repousser les élections générales qui devraient se tenir donc en février 2022. L'accord d'Alger reste pour l'heure le seul repère, j'ai envie de dire, pour la réunification du pays. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que l'Algérie peut faire de plus pour peser dans ce dossier malien qui traîne encore en longueur? J'estime qu'il y a une nouvelle dynamique dans le dossier malien, notamment après la réunion du CSA, le comité de suivi de l'accord d'Alger au mois de février 2021, mais surtout après les visites de notre ministre des Affaires étrangères, notamment celle du mois d'août passé, où il y a cet engagement à la fois des autres transitions, des partenaires au sein du CSA, mais aussi des acteurs politico-militaires au Mali. Donc, ce sont ces autorités qui veulent repousser les élections. Je parle de l'accord d'Alger, de ces solutions. Donc il y a une véritable appropriation par tous les acteurs du Mali de cet accord, de cette volonté qu'il y a un consensus de trouver une solution par la réconciliation. En ce qui concerne les élections qui étaient prévues au mois de février, 18 mois après le coup d'État du 18 août 2020, on a vu aussi un deuxième changement anticonstitutionnel le mois de mai passé. Il y a une complexification de la situation politique, mais aussi, il y a aussi un engagement de ces acteurs par rapport à un certain nombre de points. Il y a une volonté interne au Mali pour plus de stabilité, mais il y a aussi cette volonté de créer les conditions nécessaires pour des élections capables de générer, non pas une transition, mais une institutionnalisation de la stabilité. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Alger pourrait encore initier des rencontres entre acteurs libyens Acteurs maliens, vous voulez dire? Pardon, maliens, excusez-moi. Ouais. C'est ce qui se fait, on en a vu il y a de ça quelques semaines ici à Alger, mais j'estime aussi que la crédibilité de notre démarche est partagée par tous les acteurs au Mali. Donc c'est déjà quelque chose d'important. Oui, c'est important. La deuxième chose importante, c'est aussi que notre démarche est aussi, disons, endossée, soutenue par les Nations Unies, par l'Union africaine. Oui, oui. Donc c'est pas seulement une crédibilité, mais plutôt un engagement régional international par rapport à cette démarche. Et la troisième chose la plus importante, c'est que notre approche est toujours soucieuse de préserver à la fois et la souveraineté, mais aussi de créer les conditions pour une stabilité, une intégration plus large. Une réunification, on peut en parler, hein, le pays est pratiquement divisé, de larges portions du pays échappent au contrôle de l'État central. On avance un petit peu encore dans l'actualité qui nous concerne et Alger qui s'est plainte officiellement auprès de plusieurs organisations et institutions internationales pour l'assassinat par le Maroc de 3 de ses ressortissants le 1er novembre dernier. Que peut-on attendre de ces institutions? Si on devait se tourner vers la Ligue arabe, on voit que certains, pour prendre cet exemple, on voit que certains pays du CCG s'alignent aujourd'hui, après les accords d'Abraham, s'alignent sur les thèses marocaines. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui concrètement, monsieur? Avant de répondre à votre question, madame, il faut dire que ces agressions contre des ressortissants qui œuvraient pour cette intégration maghrébine parlent de commerce. Donc c'est des secteurs constructifs aussi pour cet espace maghrébin. Le Maroc, rien ne nous étonne par rapport à ces actions. C'est-à-dire rien ne nous étonne parce que le Maroc fait de la servitude stratégique. C'est un concept que je défends toujours. Le Maroc n'a pas cette capacité décisionnelle basée sur une lecture indépendante des choses.
Le Maroc, depuis ce... C'est pas la première agression. Il faut lire l'histoire pour voir que ça ne date pas de 1963, ça date depuis 1541. Avec cette alliance, depuis 1541, avec cette alliance entre la monarchie saoudite avec les Espagnols, en 1557 entre le sultan Mohamed Cheikh avec les Espagnols à Oran. On l'a vu dans le cas du sultan Abdelrahman contre l'émir Abdelkader, on l'a vu pendant notre révolution, mais on le voit aussi, c'est un acteur de déstabilisation de cette région. Ce n'est pas un acteur qui veut véritablement la construction d'une paix ou d'une intégration dans cette région. Le Maroc, qui utilise la drogue comme un moyen de dumping de cette drogue pour déstabiliser les tissus sociaux, notamment dans notre pays, le terrorisme. Il faut se rappeler le Moujao qui a été créé par le Maroc, associé à ces cartels de la drogue, mais aussi au service marocain. Ses premières actions étaient à Tindouf, dans la cité organisée, ce n'était pas en Afrique de l'Ouest. Il faut dire aussi, madame, que même sur le plan diplomatique, beaucoup d'agissements, d'actions marocaines subversives qu'on a repris. Sur le plan médiatique, en 2013, ils avaient engagé pratiquement 5000 infoguerriers dans cette guerre de 4e génération, non pas contre les voisins au nord, mais plutôt contre notre pays. Le Maroc est un acteur de déstabilisation. C'est un narco-État déjà, mais aussi un acteur qui s'insère pleinement dans ce grand projet du sionisme mondial. Il y a aujourd'hui, comme on le dit depuis le début de cette émission, il y a un alignement sur les thèses marocaines par justement le truchement des intérêts, tout simplement. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau, effectivement. Mais cet alignement est exprimé directement aujourd'hui. On a vu des pays du CCG, dernièrement l'Arabie Saoudite, pour ne pas la nommer, s'aligne sur la marocanité du Sahara occidental. Il y a déjà la déclaration du mois d'avril 2016 à Riyad, dans la réunion des monarchies, des 8 monarchies, oui. Donc du CCG, de la Jordanie, du Maroc. C'est cet alignement avec le Maroc. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Oui. On a vu le représentant de l'Arabie Saoudite au Conseil de sécurité défendre la thèse marocaine. Mais aujourd'hui, le Sahara occidental, le Front Polisario a repris la lutte armée. Le contexte est différent d'il y a 5 ou 6 ans. C'est-à-dire que ce conflit a été ravivé faute de solution justement pacifique qui était planifié et prévu par les accords de cessez-le-feu. Faute justement de non-respect par le Maroc de ses engagements internationaux, oui. Notamment de la résolution 690 instituant la MINURSO. Les deux accords de cessez-le-feu de 1991, résolution plutôt instituant le cessez-le-feu septembre 1991, mais aussi l'accord militaire numéro 1 de 1998. Il faut aussi dire que le Maroc a cessé d'être un partenaire dans ce schéma de résolution pacifique. Oui. Les Sahraouis ont repris leurs droits légitimes à la résistance armée. Ils ont changé la donne, au moins sur deux niveaux. Sur le plan médiatique, les Marocains essayaient de laisser ce conflit dans ce qu'ils appellent en anglais « frozen conflict ». Ce conflit gelé aujourd'hui, il y a un dégel de ce conflit, c'est une bonne chose. Mais aussi sur le plan diplomatique, l'Union africaine a décidé de réapproprier ce dossier. Comme je disais, le 9 mars passé, lors de la présidence algérienne du CPS. Cette réappropriation, c'est aussi une remise en cause de cette incapacité du Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités par rapport à la mise en œuvre de ses propres résolutions. Alors vous pensez que l'Union africaine pourrait apporter une réponse? Ça fait quand même quelques mois qu'il n'y a plus vraiment de réaction claire. Aujourd'hui, l'Algérie, je le disais, s'est plainte auprès notamment de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces institutions? Au moins une condamnation de ces assassinats, elle n'est exprimée nulle part aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première étape de la riposte algérienne. Il faut faire déjà ces placements diplomatiques au niveau de ces 3 institutions. Mais il faut aussi nous attendre à d'autres éléments de riposte. Oui, c'était l'objet de ma prochaine question. Ouais. On répond d'abord à la première question. Donc, est-ce que vous pensez que ces institutions internationales, l'ONU, l'UA et la Ligue arabe peuvent
peuvent apporter une réponse à cette plainte algérienne? En ce qui concerne la Ligue arabe, je crois que la réponse Viendra lors du sommet est évidente. Lors du sommet, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est essayer de trouver, non pas un terrain d'entente, mais essayer de faire cette notion de médiation que l'Algérie a refusé dans des conditions bien définies. Ces agressions contre nos citoyens ont davantage exacerbé cette situation conflictuelle. Et j'estime que sur le plan de l'Union africaine, il est important que lors du prochain sommet de février 2022, que une nouvelle l'Union africaine, février 2022, qu'il y ait une nouvelle lecture de ce conflit, parce que c'est un conflit qui est essentiellement entre un État porteur d'un projet de paix et de sécurité, un autre qui essaie de créer, comme je disais, des dissensions et des dissensus au sein de l'Union africaine. Justement, c'est la deuxième fois, après le communiqué de la présidence, qu'on parle officiellement d'une réaction algérienne à ce lâche assassinat. À quoi devons-nous nous attendre? Nous attendons déjà, on a commencé, c'est une... Donc, oui. Faute de réponse, admettons, faute de réponse de la part de ces institutions, qu'est-ce que pourrait faire Alger? Il ne faut pas nous attendre à des réponses solutions. Oui. Il faut nous attendre... de pression? Pas de pression, mais essentiellement d'essayer de trouver de nouvelles formules pour essayer d'apaiser ces problèmes au niveau Maghreb. Mais j'estime, madame, qu'il est important aussi de lire ce qui se passe actuellement par cette volonté aussi nationale, à la fois de préserver et de défendre notre souveraineté, de préserver et de défendre notre indépendance institutionnelle, mais aussi de défendre nos ressortissants, de défendre nos intérêts. Et c'est cette nouvelle logique de notre diplomatie nationale. Professeur Mohamed Belkouk, je rappelle que vous êtes expert international dans les questions sécuritaires et stratégiques. Merci. Merci à vous, madame. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Bonsoir.